Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Je vous partage aujourd'hui ma conversation avec Maude, ou plutôt Worldwide Runneuse. Maude est la fondatrice de Trail the World, la première agence de voyage spécialisée dans le trail. Ce qui m'a intéressée dans le parcours de Maude, c'est le cheminement qu'elle a entrepris pour faire de sa passion son métier. Elle s'est en effet découvert une vraie addiction pour la course à pied après avoir couru son premier marathon. S'enchaînent ensuite 2 ans de tour du monde et 22 courses dans les endroits les plus insolites de la Terre au profit de l'association contre la paralysie cérébrale. Avec Maude, nous avons discuté de rencontres, de dépassement de soi, de choix de vie et bien sûr d'expérience. Bonne écoute. Salut Maude. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Caféine. Maude, tu es une vraie passionnée de sport et plus particulièrement de course à pied. Tu as décidé il y a 1 an d'en faire ton métier en créant Trail the World, une agence de voyage spécialisée dans le trail. Avant cela, tu as fait un tour du monde de 2 ans en participant à des courses à pied dans les endroits les plus insolites de la Terre. Et j'aimerais commencer par comprendre, Maude, d'où te vient cette passion pour le running ? C'est une très bonne question parce que la passion pour le running, elle vient pas tout de suite. Alors comment moi je suis arrivée au running ? J'ai commencé à courir parce que j'ai vu des collègues à moi partir un soir, basket au pied et je me dis mais qu'est-ce que vous faites ? Dites-moi, j'ai envie de savoir. Je dis on va courir. J'ai dit demain je viens avec vous. Alors que j'aimais pas la course à pied. Je m'en souviens, au bac, j'avais eu endurance et c'était horrible pour moi. Enfin, j'avais pas un bon souvenir de la course à pied, mais je sais pas, en fait, être avec ces personnes et faire partie de ce groupe, ça m'intéressait. Je me dis, ok. Et le soir d'après, j'ai pris des baskets, des anciennes baskets, des vêtements pourris, enfin vraiment pas du tout, pas du tout adéquates, exactement. Et je me suis dit, vas-y, je cours. Sauf que j'avais oublié, mais je pouvais pas courir plus de 10 minutes sans être essoufflée. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? Enfin, c'est pas possible. Je pense que j'aime toujours pas. Et en fait, on a fait 1 ou 2 autres séances ensemble. Et en fait, je trouvais ça sympa d'être à 3, parce qu'on était 3 à courir. Et au bout de quelques semaines, 1 semaine ou 2, j'ai un de mes collègues qui dit, si on s'inscrivait au semi-marathon de Paris. Alors là, on était en novembre 2012 et le semi-marathon de Paris, c'était en mars 2013. Et moi, j'ai dit, vas-y. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était un semi-marathon. Je me suis dit, ok, moi j'aime bien les défis. Et je me suis dit, ok, si tu dis qu'on le fait, je dis, vas-y, on le fait. Et en fait, je me suis inscrite. Et j'ai un peu emmené d'autres amis à moi en disant, non, mais ça va être bien, ça va être sympa. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était, ce que ça nécessitait comme entraînement. Je l'ai un peu pris par la légère, mais je l'ai plutôt pris en me disant, voilà, ça va être sympa. Et je ne me suis pas trop entraînée. Je me suis entraînée, je sais pas, grand maximum. On faisait, avec une de mes amies, Sophie, qui je m'entraînais parce qu'on n'habitait pas très loin. Je l'ai un peu motivée et on se faisait 30 minutes de course à pied par semaine. Donc, c'est rien du tout. Qui équivaut à 5 km à peu près ? Oui, à l'époque, ça faisait moins, moins de 5 km. Mais oui, je faisais du 8-9 km/h quand j'étais en forme. Et donc, en fait, après novembre, il y a décembre, il y a les fêtes. Il y a, on court pas, on mange plus qu'on court. Et après, donc, janvier, février, je me suis un petit peu entraînée, mais pas non plus en forçant plus que 30 minutes. Et en fait, le jour du semi-marathon arrive. Je suis stressée comme pas possible. J'avais regardé les problèmes qu'on pouvait avoir au bout de 20 km, notamment des problèmes gastriques. Et ça m'angoissait plus que la distance. Je me disais, je sais pas comment je vais faire, si va falloir que je m'arrête à tel et tel endroit. Bref, on arrive le jour de la compétition. Moi, je suis un petit peu euphorique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de monde que maintenant, mais il y avait quand même pas mal de monde. Et du coup, je pars, mais vraiment à toute balle. Donc, j'ai couru 1 ou 2 kilomètres de plus en vitesse que j'avais l'habitude de courir.
Et puis, il y avait ma pote derrière, Sophie, avec une autre de ses amies qui était là. Et en fait, elle me surnomme un peu le chien fou en me disant « Non, mais elle part trop vite, ça va pas. » Et moi, je disais « Non, non, c'est bon, ça va, il n'y a pas de problème et tout. » Et en fait, les 10 premiers kilomètres, ils sont bien parce que je suis un peu galvanisée par la foule, les gens, tout ça. Et en fait, à un moment donné, 10e, 11e kilomètre, et je comprends pas, en fait, mon allure, elle diminue. Et je me dis, mince, il y a un problème. Pourtant, j'ai rien fait. J'avais pas compris que j'étais allée trop vite. La grosse erreur que 90% des gens font quand ils commencent une course. Et du coup, là, j'ai marché, je me suis arrêtée. J'ai ma pote Sophie qui me passe devant. J'essaie de la rattraper, j'y arrive pas. Au final, elle m'attend. Enfin, je suis en train à moitié de tituber. J'essaie de faire mes kilomètres tant bien que mal. Il y a des gens qui me tapent sur l'épaule en me disant « Allez, vas-y !» Je dis « Bon, ok. » Donc, je continue. Et en fait, on arrive vers... un peu avant on arrive vers le 19e kilomètre. Et là, on se rejoint avec ma pote Sophie. Elle me voit mal, je me tiens en voiture, je lui dis mais non, il faut que j'arrête, je peux pas. Elle me dit non mais Maud, il reste 2 kilomètres, ça sert à rien, tu vas pas t'arrêter. Et elle me dit de toute façon, je passe pas la ligne d'arrivée sans toi et je la passe pas en marchant. Donc j'en ai rien à faire, tu te débrouilles. Et là je me dis purée, oui, ok, bon je me motive. Et je me laisse donc jusqu'au 20e kilomètre pour un peu reprendre mes esprits en me disant ok, 1 kilomètre c'est bon, là c'est la fin, tu vas gérer. Et on se tient un peu toutes les trois à la main, donc Sophie, Amandine et moi. Et on passe cette arche d'arrivée toutes les trois. Et là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ah ok, c'est ça vraiment la course à pied. Et c'est là où je me suis dit, ok, la sensation que ça te procure de franchir cette ligne d'arrivée, faut que tu le refasses. Mais faut que tu le refasses en mieux. Et donc là, je me suis dit, ok, maintenant, je vais courir et je vais me mettre vraiment au running. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à t'entraîner plus régulièrement. Tout à fait, ouais. C'est vraiment ça, là où je me suis dit, si je voulais vraiment prendre du plaisir pour courir, il fallait que je m'entraîne et que je le fasse pas un petit peu, je le prenne à la légère parce que c'était quand même important, quoi. Mais c'est marrant parce que tu t'es pas dit justement ah non mais c'est horrible, plus jamais je recours, ce que j'ai vécu c'était horrible pendant ces plus de 20 km, ce semi-marathon. Ouais, tu t'es quand même dit vrai. Que t'allais continuer. En fait, c'est comme si t'oubliais. Tu sais, toute la souffrance que t'as eue, elle est cachée par le plaisir que tu as. En tout cas, moi, le plaisir que j'ai eu de passer cette ligne d'arrivée. Je pense qu'il y a des gens qui diront jamais je pourrais faire ça, jamais j'ai envie de refaire ça, mais non, moi ça m'a donné envie de le refaire vraiment, et puis le fait de le partager avec des amis, c'est vraiment ce côté-là, j'ai adoré. Et après la course, tu t'es entraînée combien de fois par semaine à peu près, ou par mois? Après en fait je me suis dit pour que je puisse m'entraîner il faut que j'ai des objectifs. Faut que je m'inscrive à des courses. Donc, je me suis inscrite à des courses comme ça. J'ai continué. J'ai dû faire le 10 km de l'équipe. Quelques mois plus tard, j'ai emmené des potes à moi faire des courses d'obstacles. Voilà, il y en a qui couraient pas. J'aurais dit, allez, c'est bon, c'est pas grave, ça va être sympa, on va être ensemble, on va être dans la boue, voilà. Et c'est passé, on a rigolé. Et puis surtout, j'aurais dit, on va se déguiser, ça va être drôle. Et du coup, tout le monde a envie de le faire. Et en fait, du coup, je m'entraînais, je pense, deux fois par semaine, je pense, avant que je décide de me lancer dans le marathon de Paris. Parce que ça aussi, alors. Oui. Je me suis dit, si tu arrives à faire un semi-marathon sans t'entraîner, bon, tu vas faire le double, mais fais un marathon en t'entraînant et ça va peut-être passer. Je me suis pas dit, je vais faire un temps, mais je me suis dit, potentiellement, ça pourrait être possible. Ça m'avait un peu donné la confiance en moi, en fait, d'arriver à faire ce semi-marathon sans entraînement et à le finir. C'est un peu, même si j'avais pas du tout fait un temps exceptionnel, c'était l'avoir fini. Je m'étais dit, ok, ça veut dire que je suis capable de faire d'autres choses. Puis en fait, je suis arrivée le jour de mon anniversaire. Donc c'était en 2013, le 14 septembre. Et je me dis, c'était l'ouverture des inscriptions du marathon de Paris. Je fais, vas-y, je le fais. Pourquoi pas. J'ai réussi à le faire, le semi, sans m'entraîner, si je m'entraîne un peu. Et puis après, je me suis dit, si tu te fixes un objectif comme ça va te forcer en fait à t'entraîner.
parce que je fonctionne un petit peu comme ça. Enfin, à part le premier semi-marathon, je me suis pas entraînée, mais normalement, c'est ça. Je me dis, je me fixe un objectif et puis après, je m'entraîne. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à courir entre à peu près 3 fois par semaine. Et je m'en souviens parce que j'ai prévenu mes amis, je leur ai dit de toute façon, le week-end, vous allez plus trop me voir. Enfin, c'est un soir sur deux, vous me voyez, parce que le dimanche, sinon je peux pas courir si je sors avec vous. Donc voilà, donc j'avais un peu enclenché, tu vois, un niveau une hygiène de vie différente de celle que j'avais avant. C'est ça que je voulais te demander, tu avais adapté ton hygiène de vie en fonction de ton entraînement? Bah, t'as pas trop le choix en fait. Tu te rends compte que tu peux pas aller boire des coups le lendemain à courir 20 km. Enfin, il y a des gens qui arrivent, mais bravo à eux. Hein. Et pas une seule fois, tu t'es dit que tu allais abandonner justement en disant non, mais je peux plus, c'est trop dur. Enfin, je te dis ça parce que moi, j'ai essayé de courir. J'ai jamais passé la barre des 5 km parce que vraiment, enfin, je prends pas de plaisir. J'arrive pas à passer ce stade. Il paraît qu'il y a un stade que tu passes un moment où c'est très dur. Finalement, tu prends sur toi. Et là, tu as un moment où tu prends vraiment du plaisir à courir. Et toi, il y a justement ce moment-là, tu n'as pas abandonné. Tu t'es jamais dit, non, c'est trop dur, mon corps ne supportera pas, je vais abandonner, je vais rejoindre mes amis et je vais aller au resto, boire du vin. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile de se dire, je vais passer 2 heures à manger au resto avec mes potes que aller courir 2 heures. Ah, vraiment. À choisir, c'est plus facile. Mais en même temps, en fait, je m'étais fixé cet objectif à moi-même et je me suis dit, faut que tu donnes les moyens. Hein. Il faut que tu veux y arriver, donc donne-toi les moyens. Il y a eu des moments où j'ai pas eu envie d'aller courir. Hein. Il y a des moments où je l'ai pas fait. Et puis il y a des moments où j'avais pas envie de courir et puis j'y suis allée et puis après j'étais contente de l'avoir fait. Donc c'est pas linéaire un peu la course à pied. Il y a beaucoup de cycles. Enfin, en plus chez les nanas c'est encore pire que chez les mecs. Les mecs sont vachement orientés objectifs. Le ressenti, ça, on va dire, il y en a moins que chez nous. Donc ouais, ça j'avais des hauts, des bas, dans l'entraînement forcément, mais en fait avec la volonté toujours de courir ce marathon. Et j'ai une de mes amies d'enfance qui a couru avec moi ce marathon et en fait qui s'est inscrite aussi parce que je lui ai dit que je m'étais inscrite. Elle m'a dit ok, bah vas-y, moi aussi je le fais parce que l'année d'avant elle avait aussi fait le semi-marathon. D'accord. Et en fait on l'a couru ensemble et ça le jour de la course c'est une des plus belles courses que j'ai courues parce que c'est le premier marathon que j'ai fait, la première très très grande distance pour moi qui était un 42 et avec une de mes amies d'enfance et puis on a rigolé tout du long. Enfin c'était que du bonheur pendant toute la course. Il n'y avait aucun moment de souffrance. Oui. On a rigolé, on a chanté. Enfin non mais les gens voilà, je pense que c'était soit ça faisait plaisir aux gens, soit ça énervait les gens. Mais vous avez passé toute la course ensemble? Toute la course ensemble. Ouais, on a passé la ligne d'arrivée et on s'en souvient encore. C'est vraiment c'est très fort. Et tu penses que c'est à partir de là où c'est vraiment devenu ta passion? Non, parce qu'en fait, en m'entraînant, c'était déjà devenu ma passion. En fait, c'était déjà enclenché à partir du semi-marathon. D'accord. En gros, j'ai l'impression qu'il y avait un switch dans ma tête. Et j'ai des potes qui m'ont dit, moi, avant le semi-marathon et après le semi-marathon, en gros, t'étais pas la même. Enfin, t'avais un peu changé, comme s'il y avait eu un déclic. Un déclic où tu t'étais dit, voilà, en fait, c'était ça que tu voulais faire. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi pourquoi et en fait, je pense que je l'ai aussi nourri en m'entraînant. Parce que plus t'en fais, plus t'arrives à passer ce cap dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a des moments où, et puis ça m'arrive toujours, hein, quand je vais courir 10 minutes, ça m'énerve. C'est parce que j'ai pas... je me dis, pourquoi je cours 10 minutes? Je préfère aller courir 5 heures parce que je me dis, ok, j'ai le temps. Tu vois, alors que maintenant si je fais des courtes distances, je me dis non mais je veux pas, je repousse les courtes distances. Tout ça pour dire, je sais plus ce que je disais. Ta passion. Ah c'est oui, devenu voilà. Et donc donc c'est venu un petit peu, ça s'est nourri avec cet entraînement et du coup moi je me voyais plus l'enlever de ma vie, ça faisait vraiment partie de ma vie, même au boulot. Je me préparais mes plats, j'allais courir 1 heure, je mangeais devant mon bureau et puis je continuais à bosser. Et il n'y a pas un moment pendant que tu cours, tu t'ennuies? Enfin, tu vois, c'est ce que je me dis quand tu cours 1 heure, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes de la musique, tu réfléchis, t'écoutes des podcasts? Ouais. Alors, j'ai écouté de la musique.
je l'ai fait parce que ça m'a beaucoup motivée. En fait, tu te mets des musiques un peu genre ultra boostant, genre grosse techno, ou tu vois, des trucs de house où t'as pas le choix, tu sens que ton cœur il palpite déjà, même rien qu'en l'écoutant en étant assise. Et en fait, à un moment donné, j'ai enlevé. J'écoutais plus de musique parce que j'ai l'impression de plus écouter mon ressenti. Parce qu'en gros, tu mets tout ton ressenti sur ce que tu écoutes. Alors que si tu cours et que tu mets pas de musique, forcément, tu vas être à l'écoute de « Tiens, j'ai mal là, je fais ça ». Et tu auras plus de temps pour réfléchir. Enfin, moi, j'ai eu pas mal de temps, notamment dans les 2 heures, dans les sorties où je faisais 2 heures même. Même une demi-heure avec soi-même, c'est long. Et ouais, ça te permet de réfléchir pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que ça a fait chez moi. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, et notamment à ma situation professionnelle, de vie. C'est un peu ouvert des questionnements au fond de moi, parce que j'avais beaucoup de temps pour moi. Enfin, beaucoup de temps. Ce temps-là, en tout cas, que je consacrais à la course à pied. Et en fait, à ce moment-là, j'avais mon ancien patron qui me proposait, mon patron à l'époque, qui me proposait de prendre des responsabilités dans la société dans laquelle je bossais à l'époque. C'était quel type de société ? C'était une boîte qui vendait des services informatiques à d'autres entreprises. D'accord. Je m'occupais de la partie marketing et commerciale dans cette boîte. J'avais commencé stagiaire, puis j'ai un peu évolué. C'était une petite boîte, donc il me faisait assez confiance. Et puis il me proposait quelques années plus tard de prendre la direction de la boîte. Alors ça voulait pas dire 1 an, mais en tout cas c'était un avenir à, on va dire, 5 ans peut-être. Et du coup, moi, au fond de moi, je devais me projeter. Je me disais, ok, dans 5 ans, est-ce que c'est là où tu veux être ? Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que là t'es en accord un petit peu avec ce que tu veux ? Et en fait, je pense que je me laisserais pas poser la question si j'étais pas allée courir et si j'avais pas autant ce temps un petit peu sans écouter de musique notamment. Donc j'ai pas trop eu le temps de m'ennuyer. Et je me posais cette question, et puis même des questionnements, on va dire sur soi-même, sur la vie, sur ce qu'on veut. Et par rapport à la possibilité de reprendre cette boîte, je me disais non, en fait, c'est pas vraiment ce que je veux faire, parce que il me manquait quelque chose, en fait. Il y avait pas de sens. En fait, ça avait pas autant de sens pour moi de faire ça que de faire autre chose. Je me dis, en fait, tu pourrais faire n'importe quoi. Tu pourrais, j'exagère, mais vendre des chaussures, des lampes, ça serait pareil. Est-ce que ça t'intéresse de faire ça ? Et en fait, je me suis dit non. Mais en même temps, tu te dis, ok, peut-être que c'est une phase. Ouais, voilà, exactement. C'est peut-être une phase, et après, tu te dis, bon, j'attends parce que, tu sais, on a tous, à un moment donné, t'as ras-le-bol d'un truc, tu dis, j'en ai marre. Et puis, en fait, tu sais pas vraiment d'où ça vient, et c'est peut-être un ras-le-bol par rapport à toi, et puis pas forcément par rapport à ce que tu veux faire, quoi. Mais je me suis laissé du temps pour réfléchir. Et puis en fait, tout le temps, ça revenait, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Et je me suis intéressée à des bouquins. J'ai lu pas mal de bouquins sur le développement personnel. C'est des amis qui m'ont parlé de ça. Et puis il y avait une question, je m'en souviens, c'est est-ce que... c'était quoi ? Est-ce que vous utilisez le maximum de votre potentiel ? Et là, je me suis dit... Wow. Question assez vaste, quand même. C'est vaste, mais en même temps, tu te dis... Ça veut dire que t'es considéré, tu te considères comme un potentiel, et c'est que tu as des possibilités de faire des choses et que tu n'es pas limité, en fait. Et c'est ça, en fait, et je me suis dit, mais c'est quoi ma limite ? Et quand tu te poses ce truc, tu te dis, mais en fait, tu n'as pas de limite. C'est toi qui t'imposes ta propre limite de ce que tu veux faire. Enfin, c'est très philosophique, mais ça, c'est quand tu cours, forcément. Mais en gros, c'est ça. Et donc ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, ok. Et puis dans ce bouquin, il disait... voilà, listez un peu les choses que vous savez faire, que vous voulez faire, et les choses que vous voulez pas faire. Et en fait, les choses que je voulais pas faire, elles rentraient un petit peu... C'était ça. Ouais. C'était ne pas prendre la direction de cette société et continuer dans cette direction qui ne m'allait pas. Et puis, les autres choses que je voulais faire, c'était aller voyager, aller courir, aller rencontrer les autres. Et en fait, je me suis dit, ah oui, ok. Et en fait, je pars autour du monde. Quand tu marques, quand tu sais que t'écris un petit peu, ça le rend vivant. Comme quand t'en parles aux autres, c'est un peu...
il y a plein de gens qui disent je vais me mettre au sport, et puis 2 semaines après, forcément, un de tes potes va dire tu t'es mis au sport, et forcément là tu te dis j'aurais pas dû lui dire parce que c'est vivant. Ouais. C'est un peu pareil quand t'écris. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et du coup, je l'avais écrit, et puis je me suis encore laissé du temps, et puis ça revenait. Et mais en même temps, je voulais pas me mettre sur cette idée-là tant que j'avais pas un peu fini mon marathon. Parce que je me suis dit, je vais être les deux dans le truc, je vais pas trop comprendre. Mais bon, je l'avais au fond de moi. Et en fait, je tombe malade au Nouvel An. J'ai une grosse angine, je suis vraiment pas bien. Et là aussi, encore une fois, un déclic en train de me dire, mais t'es pas bien, pourquoi ? Enfin, pourquoi t'es malade ? Qu'est-ce qui te passe ? Est-ce que y a pas ton boulot ? Alors, il y avait sûrement la course à pied où je m'entraînais pas mal, et le boulot, les deux cumulés. Et je me suis dit, bon, là, ton idée de vouloir partir, de vouloir courir, faut que tu la mettes en action. Et puis, j'ai fait la liste de tous les pays dans lesquels je voulais aller. Mais j'écris tous les pays quasiment du monde, parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, ce jour-là où j'étais vraiment pas bien, j'avais besoin en fait d'une issue. Et mon issue, ça a été ça, c'était de me dire, fais la liste, et tu verras l'année prochaine. Encore une fois, je l'ai écrit. Voilà, et ça l'a rendu vivant pour moi. L'année prochaine, dis-toi que tu pars. Tu avais l'habitude de voyager ? Oui, alors j'ai voyagé. Je voyageais quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance de voyager avec mes parents quand j'étais même bébé en Europe. Et après, de moi-même, j'ai toujours adoré voyager, aller rencontrer les autres. Même il y a quelque chose qui était important pour moi dans mes études, en dehors du fait d'apprendre dans les différents domaines. Là, moi j'ai fait une école de commerce, donc c'était du marketing, finance, voilà. Ce qui était important pour moi, c'était d'apprendre des langues. D'accord. J'aurais pu faire littéraire, mais je sais pas, je me suis lancée là-dedans. Bon. Mais c'était vraiment d'apprendre les langues pour pouvoir communiquer avec les autres. Et en fait, j'ai vraiment orienté mes efforts là-dedans. J'ai toujours voulu aller faire des stages à l'étranger. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu toujours cet intérêt pour aller découvrir d'autres endroits. Donc le voyage, oui, je pense que ça faisait partie de ma vie. D'accord. Donc tu lises tous ces pays ? Je lise tous ces pays. Je crois que j'ai encore d'ailleurs cette liste. Et puis je mets un petit peu, j'ai le temps, je me dis, je mets un petit peu les choses que je vais faire. Et puis voilà, je me promets à moi-même, parce que j'étais toute seule. Mais ok, Maud, vas-y, l'année prochaine, tu pars. Mais je savais pas comment faire, tu vois. J'étais un peu l'idée, un peu le début. Tu sens que c'est vers là qu'il faut que tu ailles. Parce que j'avais déjà listé les 3 envies que j'aimerais faire, mes pays. Et j'ai toujours dans mon esprit, je fais le marathon et après je m'en occupe. Donc tu fais le marathon. Je cours le marathon avec ma pote. Voilà. Je le finis. Tout se passe bien, c'est génial. Grosse joie suivie d'une grosse émotion, de pleurs. Enfin, c'est très, très bizarre, mais vraiment très... Enfin, super expérience. Et finalement, ça t'a donné de la force, ce marathon, mais là, pour pouvoir prendre la décision. Là, déjà, le semi-marathon, ça m'avait donné de la force. Et alors là, le marathon, je me suis dit, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, là c'est tu y vas. Je veux dire, t'as envie, maintenant, c'est bon, tu te lances. T'as réussi à t'entraîner pour un marathon. T'avais vraiment pas couru avant, et tu te fais un 42 km. Bon, là, c'est que, en gros, dans ma tête, c'était, si tu planifies, si tu t'entraînes, c'est un peu comme la vie, c'est un peu comme un marathon. Enfin, si tu t'entraînes, si tu te planifies, tu as un objectif, tu l'atteins pas, mais en tout cas, tu le finis. Et je me suis dit, voilà, maintenant je vais faire pareil. Et du coup, je me suis organisée, j'ai planifié. J'en ai parlé donc à mon boulot. Oui. Et là, ça a été le gros... La surprise de la part pour toi. Ouais, ça a été la surprise. Et puis, gros désenchantement de la part de mon patron à l'époque. Ça s'est pas très bien passé parce que lui comptait beaucoup sur moi, et il y a aussi une partie où c'est un petit peu ça a mal tourné parce que il y a eu du harcèlement moral. Enfin, c'était très dur cette période-là. Alors ça s'est passé en combien de temps entre le moment où tu as dit que tu voulais partir Ça s'est passé, donc j'en ai parlé un petit peu après avril. Et j'ai réussi à me faire licencier à la fin, parce que c'est comme c'était du harcèlement moral. Enfin, c'est toute une histoire. En août 2014. Donc mai, juin, juillet, août, en 4 mois. Donc 4 mois de galère
où en fait, ton boss pète un câble et te dit il faut que tu partes. Et 2 jours après, il te dit non, reste. Enfin, très, très compliqué. Donc voilà, enfin, ça s'est fini et encore heureux parce que tout ce qui s'est passé, ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas bon. Et au final, aujourd'hui, je le vois, j'ai fait le meilleur choix de toute ma vie parce que si j'étais restée là-bas et que j'étais partie, on va dire 10 ans plus tard, je sais pas comment ça aurait fini. Et dans ton projet initial, c'était la durée de partir 2 ans était déjà bien définie ou tu t'étais pas donné de durée Alors quand j'ai spécifique commencé à planifier ça avant d'en parler à mon boulot, j'ai pris une feuille Excel et j'ai dit ok, budget. Enfin, c'est le premier truc que tu dis combien t'as, combien tu peux dépenser. Tu regardes un petit peu parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des estimatifs sur des pays machin. Et en fait je me suis dit un an c'est pas beaucoup. Non mais vraiment. Et je me suis dit un an mais ça va passer trop vite. Et après je me suis dit 5 ans. J'ai dit 5 ans. 5 ans c'est long. Et puis c'est surtout 5 ans j'avais pas assez d'argent. Donc je me suis dit, ok, je coupe la poire en deux, hein, et puis je fais 2 ans. Donc c'est toi qui as tout financé? Alors, j'ai financé on va dire 95% de mon tour du monde. Et j'ai fait une campagne de crowdfunding. D'accord. Où j'ai réussi je crois que j'ai réussi à récolter peut-être 4 000 €, un truc comme ça. Qui m'ont permis d'acheter le matériel et de subvenir en partie à mes besoins pendant mon tour du monde. J'ai travaillé aussi pendant mon tour du monde, donc en Australie pendant 2-3 mois, ce qui m'a permis de gagner un peu d'argent et puis de continuer à voyager. Et donc, comment tes proches ont réagi quand tu leur as dit que tu quittais ton boulot pour partir en tour du monde? Ça a été bien perçu ou pas trop. En fait, j'ai eu pourquoi tu nous abandonnes? Ouais. Parce que tu avais 28 ans. J'avais... oui, j'allais avoir 28 ans. Et donc, en fait, je leur annonce... Enfin, j'annonce à... Moi, la famille, c'est dangereux. C'est dangereux. Vraiment, c'est la partie dangereuse. Alors, parce que dans les pays que j'avais listés, moi, j'avais une envie folle d'aller en Afrique. Et l'Afrique, tout le monde pense que c'est un pays, un continent, et puis ils font pas la distinction. Heureusement, c'est différents pays. Et j'aurais dit, voilà, je commence par aller en Afrique. Mais tu te rends pas compte, t'es inconsciente. Il y avait une histoire, je sais plus, d'un mec qui s'est fait égorger ou un truc comme ça. Donc, ils m'ont un peu appuyé là-dessus en disant... tu te rends pas compte, tu vas te faire enlever, violer, enfin vraiment tous les trucs pires et imaginables. Et moi j'ai dit de toute façon, oui, vous pouvez me le dire, mais j'irai quand même parce que l'envie elle était tellement ancrée que j'y serais allée quoi qu'il arrive. Donc j'ai eu ça comme réaction, c'est dangereux. J'ai eu des réactions en disant voilà pourquoi tu nous abandonnes, pourquoi tu pars. Est-ce que c'est pas une fuite? Et de l'inquiétude aussi, peut-être, de quitter ton CDI? Ah oui, 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 là, c'était... mais pourquoi tu quittes ton boulot? Attends, tu gagnes bien ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire, là, avec ton sac à dos, là, et courir tes courses de sac sur le dos? Mais attends, mais reste dans ton bureau, tu vas être tranquille, tu vois, au chaud, personne va t'embêter, tu vas pas attraper je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu le truc. Et je me suis dit, non, en fait, ça a plus autant de sens pour moi aujourd'hui que ça l'avait... il y a quelques temps. Et donc, ouais, ils ont... Et après, en fait, comment moi j'ai fait pour leur expliquer, c'est que j'aurais un peu parlé, j'aurais un peu présenté ce que j'allais faire. Parce que, donc, dans mon idée de base, c'était partir et aller courir dans le monde entier. Après que j'ai un petit peu défini mon budget et le nombre d'années que je voulais partir. Après, ce que je voulais faire, c'était aller courir des courses donc dans chacun des pays, mais pas qu'aller courir, c'est-à-dire lever des fonds aussi pour une association que j'avais rencontrée pendant le marathon de Paris. En gros, mon amie Julie, elle avait donc levé des fonds pour le marathon de Paris, pour l'association qui s'appelle la Fondation Paralysie Cérébrale, qui soutient les enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale, comme son nom l'indique. Et en fait, moi, je suis allée avec elle au moment où on retire les dossards. Elle a retiré un t-shirt pour être aux couleurs de cette association.
Et en fait, j'ai discuté avec les bénévoles et le président. Et à ce moment-là, j'ai compris que la paralysie cérébrale, alors, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, mais qui touche un enfant sur 450. C'est 2 fois plus que la trisomie 21. Donc, trisomie 21, ça parle plus au grand public. La paralysie cérébrale, c'est encore très peu connu, en tout cas en France. Mais en gros, ça résulte de traumatismes au moment de la naissance, souvent. C'est problème d'oxygénation du cerveau au moment où l'enfant sort du ventre de la mère. Ou donc AVC très jeune, ou même des accidents de vie. C'est-à-dire que le nourrisson tombe et il peut avoir des problèmes au niveau des liaisons nerveuses et il ne peut pas les développer correctement. Donc ça peut aller du simple, on va dire, boitage, où tu peux boiter, ou tu peux être en chaise roulante toute ta vie et puis tes parents doivent s'occuper de toi. D'accord. Donc en fait, j'ai un peu été marquée par ça et je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre, pourquoi on n'en parle pas autant? Il y a on connaît plein de handicaps, mais ça, en tout cas pour moi, c'était jamais venu à mon oreille. Et je me suis dit, attends, si tu vas courir dans le monde, fais quelque chose de bien pour les autres, fais pas que pour toi. Et parce que j'avais envie de le faire pour moi, et je me suis dit, si je peux en plus élever les consciences sur ce handicap, j'aurais fait quelque chose qui avait plus de sens pour moi. C'est ce que j'ai fait, et donc j'ai créé une cagnotte où là, les fonds allaient directement à l'association. Et donc l'idée, c'était un petit peu de récolter 10 € par kilomètre que j'allais courir. Donc l'idée, c'était de récolter 10 000 €. J'ai réussi à faire ça, donc ça, c'était cool. Tu as réussi finalement? Ouais, j'ai réussi à faire ça. Et donc bravo. Ça, c'était... merci. C'était dur parce qu'en fait, tu sais, quand t'es loin, tu bouges un petit peu tout le temps pour sensibiliser les gens, c'est pas forcément évident. Mais alors, moi, j'ai un peu suivi ton tour du monde. Tu as couru dans 33 pays. Tu as fait 20 courses, soit 2500 km. Tout à fait. C'est ça. Tu as créé un blog et une chaîne YouTube qui s'appelle Worldwide Runneuse. Et c'est comme ça, du coup, que tu as fait parler de l'association pour laquelle tu travaillais, tu étais bénévole, et c'est comme ça que tu appelais les gens à donner de l'argent pour cette association. Tout à fait. Donc ils donnaient de l'argent en fait directement sur un lien qui t'était toi destiné, et après tu transférais à l'association. Comment justement ça se passe, ce genre de justement une association entre un bénévole qui va faire des courses et des personnes qui veulent donner? Alors en fait, c'est tout simple, c'est des pages qui sont mises en place par des organismes qui mettent en lien l'association et la personne qui veut récolter des fonds. Il n'y a aucun argent que j'ai récolté, c'était vraiment sur cette page-là. Ça va directement à l'association. Exactement, ça va directement à l'association. C'est vraiment, je communiquais là-dessus parce que on a vite fait de faire le raccourci, on paye les vacances de Maud à l'autre bout du monde. C'est un peu, ça aurait pu être ça, mais c'était vraiment pas du tout ça. Donc, j'ai réussi à récolter ces 10 000 €. Et voilà, ça, c'était un des premières actions que je voulais faire en partant en tour du monde. Pas que faire ça pour moi. Et puis, en fait, je voulais aussi aller découvrir les autres. Parce que faire un tour du monde, c'est pas juste aller d'un point à un point B et puis dire, OK, c'est bon, je suis allée voir le Taj Mahal, je suis allée voir les chutes d'Iguassou. C'est vraiment pas du tout l'idée de mon tour du monde. C'était vraiment d'aller à la rencontre des autres, aller voir bien entendu les magnifiques paysages qui sont dans le monde, mais pas que ça. Et puis je me suis dit, attends, je suis une nana, je cours. Ça fait pas longtemps que je cours, je vais faire un tour du monde de course à pied. Est-ce que dans le monde, il n'y a pas d'autres nanas qui sont un peu barrées comme moi, ou des nanas qui sont dans la course à pied, et puis qu'est-ce qu'elles font, elles, comment elles courent, est-ce que c'est facile pour elles? Parce que moi, j'ai ma vision occidentale, européenne et française. Est-ce qu'en Afrique, c'est pareil? Est-ce qu'en Asie, c'est pareil? En Océanie, en Amérique du Sud et du Nord? Et je me suis dit, je vais aller les rencontrer, puis je vais aller un petit peu les interviewer pour voir ce qu'elles ont à dire. Et ça aussi, j'en ai pas mal parlé, parce que pour moi, c'était important d'avoir cet échange. Parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris avec ces échanges que simplement en étant dans le pays. Même si tu rencontres plein de gens, mais écouter l'histoire d'une autre personne, ça te nourrit beaucoup. Ça te nourrit beaucoup, ouais. Et puis tu comprends pas mal de choses.
et sur toi et sur du coup le pays et même la personne en elle-même. Comment tu les rencontrais? Comment tu les trouvais, Alors ces reneuses? ouais, bah c'est un peu d'abord, enfin moi je contactais les organisations de course parce qu'en gros les organisations elles ont des listings de personnes qui courent, elles savent de quel pays viennent les personnes. Si elles pouvaient pas me donner l'information, bah tout simplement au moment des retraits des dossards ou des personnes que je rencontrais dans mon entourage, je leur posais la question. Je leur disais, bon, est-ce que toi, tu cours? Est-ce que toi, tu connais des gens qui courent? Puis après, tu vas toquer au port. Je m'en souviens, c'était au Chili, à San Pedro d'Atacama. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas trouvé de coureuse. Et en fait, je suis allée dans un bar et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez des coureuses dans le coin? Et bien en fait, il y a des gens qui sont sortis, puis ils sont allés dans toute la rue demander à leurs potes qui avaient des différents autres bars, est-ce que toi tu connais? Et en fait, au bout d'un quart d'heure, j'avais 3-4 personnes interviewées. Donc ça se fait assez facilement. C'est un peu le système. Voilà, il faut se débrouiller et puis, je pense qu'il y a des rencontres qui se font comme ça quand tu es à un endroit et tu sais pas pourquoi ça se fait, mais ça se fait. Et Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a plus marqué qu'une autre? c'est dur à chaque fois. Ouais, On me demande. Ben, en fait, chaque femme que j'ai rencontrée, elle est unique. Enfin, chaque histoire est unique. J'ai, par exemple, au Kenya, un des premiers pays dans lequel je suis allée, j'ai rencontré des femmes une femme qui s'appelle Elena, qui elle a commencé à courir pour nourrir ses enfants. Donc elle parle vraiment pas de sa volonté d'être en forme ou quoi. Elle dit, bah, moi je courais pour gagner des courses et nourrir mes enfants. Parce qu'au Kenya, quand tu cours, tu gagnes. C'est pas tu cours pour Et t'amuser. pour gagner pour gagner des courses parce qu'elle était payée en fonction de... Oui, parce que si D'accord. tu gagnes des courses, en tout cas là c'était des marathoniennes, si tu gagnes des marathons, t'es payé. Si tu gagnes les marathons, si tu arrives Première. Ah Exactement, oui. première ou deuxième. Donc cette histoire-là, elle m'a marquée parce que c'est une des premières histoires que j'ai entendues. Et puis moi, je suis en train de filmer ça et je me dis, mais Maud, toi, tu cours pour quoi? Et j'ai dit, bah, en fait, oui. Ils disent run for fun, tu vois. Et c'est dire, tu cours pour ton plaisir. Et je me suis dit, oui, c'est pour mon plaisir. Moi, j'ai pas cette problématique de me dire, je cours pour nourrir ma famille, avoir un futur. Donc ça marque beaucoup. Et puis après, il y a d'autres personnes qui veulent changer leur vie. Par exemple, je pense à une néo-zélandaise qui s'appelle Ali et elle me dit moi j'ai 40 ans, j'en ai eu marre d'avoir ma vie, puis je me suis mis à courir. Et puis j'ai changé totalement de vie. Et c'est des problématiques qui sont totalement différentes de Elena qui était au Kenya. Mais pour autant, elle n'est pas. Comment dire? Elle n'est pas. Moins importante. C'est juste que c'est vraiment en fonction de... C'est des parcours différents. C'est des parcours différents. Et chaque histoire, en fait, est unique. Et du coup, elle me marque à chaque fois. Et je me dis, je pourrais encore les revoir. Et j'en ai revu, d'ailleurs, en repartant en Inde l'année dernière. Et puis, elle me racontait leurs histoires. Et puis, j'étais trop contente. Je me disais... ça faisait 2 ans que je les avais pas vues. Et puis, elle me racontait comme si je les avais quittées d'il y a 10 minutes, quoi. Et ça, c'était trop bien. Donc j'ai plein d'histoires qui m'ont Qu'est-ce que touchée. tu vas en faire du coup de toutes les interviews que tu avais? Parce que j'ai vu que tu avais condensé plein de petites, toutes tes interviews dans des vidéos que tu as fait donc de chaque pays, de différents pays, où on a des extraits de chaque interview. Est-ce que tu penses en faire justement un blog où tu retranscrirais toutes les interviews au complet, ou faire un livre Alors c'est plusieurs projets. C'est quelque chose que je voulais faire dès le départ, c'est-à-dire vraiment faire un documentaire sur ces femmes et la course à pied. Donc, est-ce que tu dois avoir énormément de rushs, d'images que tu as filmées? Et là, c'est dur en fait de retranscrire ça parce que ça finalise un projet et c'est dur de se dire, ok, je clôt un chapitre. C'est bizarre, mais en même temps, j'ai envie de le faire et j'ai cette réticence de me dire, ok, quand ça sera fini, ça sera vraiment fini pour de bon. Mais je travaille dessus. L'année dernière, en créant mon agence de voyage, ça m'a pris pas mal de temps, donc j'ai un peu mis le pied là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de
parler de ces rencontres et de faire donc des petits, des mini-documentaires sur des pays. Donc là, je voudrais essayer d'en sortir un, donc début 2019. Parce que là, en commençant à raconter mon histoire en mini-série, je voudrais un petit peu montrer aux gens, vraiment partager ce que j'ai fait. Et le rendre vivant, parce que j'en parle, mais si j'en parle pas, il est pas vivant. Et donc, le fait de le retranscrire en documentaire, si j'y arrive, j'espère, je pourrais le partager à pas mal de monde. Donc, il faut... voilà, ça, c'est des projets que j'ai. D'accord. Mais qui sont en commun avec mon projet de boîte. Et juste pour revenir rapidement sur ton tour du monde, alors tu es partie 2 ans seule. En fait, ça se fait, ça se fait, on va dire, facilement. Ça se fait. Il faut juste avoir du bon sens. C'est-à-dire que un peu, comme à Paris, je me baladerai pas à 3h du mat, place Pigalle, toute seule avec un appareil photo et des bijoux sur les mains. C'est un peu pareil partout dans le monde. Il faut juste se dire que faut faire attention. Et en fait, je pense que tu fais attention sans le vouloir parce que tu es toute seule. Donc, en fait, tu deviens très, observatrice. Et moi, je faisais vachement confiance à mon intuition et je me suis dit avant de partir, si tu le sens pas, tu n'y vas pas. C'est la règle de base. Et en fait, quand tu respectes ça, tout se passe bien. Pas eu de soucis. Et c'est surtout aussi la manière dont tu arrives dans un pays, la manière dont tu agis. Ça agit sur la manière dont les gens vont te percevoir. Alors ça, c'est moi, comment je l'ai vécu. Peut-être que d'autres personnes te diront l'inverse. Mais en arrivant dans un pays, avec le sourire, en disant « Ok, je prends ce qu'il y a à prendre et je me mets pas en position de proie ou de « Ah, je suis perdue, je sais pas où je vais. » Mais en fait, il n'y a personne qui t'embête. Et moi, je suis pas un gros gabarit. Je me suis un peu fightée avec des gros molosses qui voulaient prendre mon sac. Ah oui. Parce qu'ils voulaient m'emmener à un endroit en bus. Et puis moi, j'aurais dit, mais non, je viens pas avec vous. Je prends mon sac et puis tu le regardes bien droit dans les yeux. Tu leur dis, bah non, vous prenez pas mon sac. Et ça fait peur. Quand il dit ça. Parce qu'en fait, ton assurance, elle renvoie que t'as de l'assurance en toi et qu'en fait, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu m'embêteras pas, quoi. Mais ça, c'est minime par rapport aux gens qui sont incroyablement gentils que j'ai rencontrés. Et je pense notamment, c'est surtout dans les transports en commun, dans les bus, dans les trains, que ça m'a pas mal marqué en Tanzanie, même au Kenya, où en fait les gens, ils voient, t'es la seule blanche, et puis ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là Puis en fait, ils viennent te voir, ils font, mais tu fais quoi À un moment donné, ils viennent te voir, puis ils te demandent, c'est quoi ton histoire Et puis en fait, tu leur racontes, et puis eux te racontent leur histoire. Et puis en fait, il y a quelqu'un qui passe pour vendre un truc à manger, puis il va acheter un truc à manger, et puis il va le partager avec toi. Alors que tu le connais, mais tu lui as parlé depuis 10 minutes. C'est comme si t'étais sa sœur, sa fille, et puis ça se fait super naturellement. Donc les gens sont très bienveillants. Si toi, tu arrives un peu dans un esprit positif et bienveillant. Donc pour moi, ça n'a pas été un problème. Il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, femme seule, c'est dangereux, mais... En fait, c'est juste des a priori. Exactement. D'accord. Et après, il y a aussi, parce on m'a beaucoup parlé... Il y a certains pays où on te dit, fais plus attention que d'autres, notamment en Inde, où on te dit, faut que tu fasses attention, c'est dangereux. Et en fait, si tu respectes les coutumes, c'est-à-dire qu'en Inde, moi, je me suis jamais mis en short débardeur parce que je savais très bien que la norme, c'était pas d'être comme ça. Parce que déjà, quand t'es européenne, t'es dévisagée de base. Si tu t'habilles... comme eux, tu passes pour une locale. Et moi, ça m'est arrivé. Je me baladais à New Delhi, toute seule. J'avais mis un foulard sur la tête parce qu'il faisait chaud, j'avais pas de casquette. Mais vraiment sans penser à ça, je me suis dit, j'avais chaud. Et puis, je me balade. Et puis, je cherchais un temple sikh. Je voulais voir parce qu'on m'a dit qu'il était magnifique. Et il y a un sikh qui m'arrête et qui me dit, tu cherches le temple ?
Alors, je dis, ouais, je cherche le temple et tout. Il me dit, ouais, c'est là, c'est là. Et il me dit, mais en gros, tu viens là pour combien de temps? De quel endroit tu viens en Inde? Je dis, mais non, mais moi, je suis pas indienne. Et en fait, il m'avait vraiment pris C'est marrant. pour une sikh, une indienne. Et là, je me suis dit, ok, là, t'as réussi ton truc. T'es passé pour une locale en Inde. C'est genre, normalement, ça passe pas, quoi. Et voilà, donc pour moi, j'ai pas eu de problème. Voilà, c'était Que des bons souvenirs. Donc ça fait 2 ans maintenant que tu es rentrée de Tour du Monde. Ouais. Comment s'est passé ton retour et à quel moment tu t'es dit que tu allais monter ta propre boîte? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, bon, je suis rentrée, ça y est, en France, j'ai fait mon tour du monde, il est temps maintenant de reprendre un CDI dans une boîte. Est-ce que tu t'es posé cette question ou absolument pas? Alors, pas du tout. Le CDI, pour moi, c'était pas une option. C'était fini. Voilà, c'était fini. Je me suis dit, tu rentres, tu crées ta boîte. Je savais pas quoi encore. Hein. Je savais pas prédéfini le truc. En tout cas, je voulais donc monter mon documentaire et créer, ne pas re-rentrer dans le schéma que j'avais quitté, parce que c'était vraiment pas l'idée. C'était une sorte pour moi, ce tour du monde, c'est une sorte de tremplin. Tu vois, je me suis dit, si j'utilise ça et puis que je reviens au point de départ, pour moi, ça aura servi à rien. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens, ils arrivent à rebasculer dans des vies, on va dire, CDI et autres. Moi, dans ma tête, j'avais pas l'option. Ça a été dur quand même de rentrer, hein, je vais pas mentir. T'étais pas rentrée une seule fois en France pendant les 2 ans? Non, mais des gens étaient venus me voir. Donc ça c'était chouette. Donc ma famille, des amis. Donc j'ai pu montrer un petit peu ce que je vivais aux gens qui étaient proches de moi. Donc ça, c'était trop bien. Et puis de recréer le lien aussi quand tu les vois, c'est plus sympa que de les voir sur Skype. Et donc, je suis rentrée, j'ai eu un petit coup parce que tu reviens dans une vie qui était comme avant. Tu revois tes amis qui ils ont évolué, hein, mais ça n'a pas changé. C'est comme si tu les avais quittés hier. Donc, c'est bien, mais en même temps très bizarre parce que tu te dis, waouh, j'ai vécu tellement de choses et puis je reviens à un truc où ça n'a pas bougé, quoi. C'est ce qu'on se dit souvent quand on part. On vit énormément de choses et finalement, on se rend compte que rien n'a bougé. C'est ça. Et donc, du coup, là, ça a été un peu dur. Il y a des moments où je me suis dit, ok, j'ai besoin d'être seule, de refaire un petit peu le point. Et puis, le fait d'être sédentaire, pour moi, c'était un peu... c'est difficile, parce que quand tu bouges tous les 3-4 jours d'un endroit pendant 2 ans, te retrouver... là, me retrouver chez ma mère, à ne plus bouger, être sédentaire, c'était dur. Franchement, ça a été dur. Et en fait... pendant mon tour du monde, j'avais des contacts avec une personne, donc Fred, qui est mon associé aujourd'hui dans la boîte et mon copain en même temps. En fait, j'avais des contacts avec lui parce que lui avait créé une association qui s'appelait donc déjà Trail the World et en fait qui aidait des gens à aller sur certains trails en Europe et il accompagnait ces personnes-là. Moi, je me suis dit, waouh, super idée, génial. Moi, ça fait 1 an et demi, à l'époque, on parlait. Peut-être, oui, ça faisait un an et demi que j'étais partie. J'ai dit, mais moi, je fais ça de toute ma vie. C'est-à-dire que d'un point, d'un pays à un autre, je vais courir sur un endroit, je découvre le pays, et puis après, je change. Et en fait, il a fait une interview de moi, parce qu'il s'est dit, lui aussi, mais attends, c'est trop bien. Toi, tu fais le tour du monde. Et puis, en gros, ça calait bien avec Trail the World. J'ai dit, vas-y, on fait une interview. Donc, on fait ça. Et puis, en rentrant, je me dis, cette personne, il faut que je la rencontre. Et je lui dis, écoute, si tu veux, on se boit un café et tout, quand t'es là. Parce que lui, il habitait à Annecy. Enfin, pas à Annecy, pas très loin. Et en fait, on se boit un café et je lui dis, tu sais, en plus de l'Europe, ça serait bien d'emmener des gens un peu ailleurs, quoi. Et il me dit, ouais, carrément. Moi, après, il me dit, moi, je connais pas. Je dis, moi, je connais un endroit super, le Chili, là, en septembre, si tu veux, on organise un truc. Il me dit, vas-y, si tu veux, t'organises le truc, et puis si ça fonctionne, vas-y. Et c'était un peu un test. Parce que lui travaillait à côté ou Alors, lui, il venait de quitter sa boîte. D'accord.
Il voulait se lancer un peu là-dedans, mais il savait pas trop comment faire parce qu'il avait jamais créé de boîte. Et puis moi, j'avais déjà créé des boîtes dans mon ancien boulot. Puis en discutant, je lui dis mais tu sais, moi ça me fait pas peur si on doit faire ça, moi c'est bon là, c'est cette partie-là, enlève-la de ton esprit, il y a aucun problème. Et puis on s'est dit voilà, ça sera un test le Chili. Et ça a été un test qui a très bien fonctionné. Et puis on s'est dit, allez, maintenant. Vous avez emmené des gens au Chili pour courir un trail. Exactement. Alors on a emmené des gens pendant 15 jours sur un trail que donc, moi j'avais déjà couru. Donc en Patagonie, donc la dernière ville du sud du Chili, voilà, à Torres del Paine, donc un des plus grands et beaux parcs nationaux au monde. Et on a fait un séjour de 15 jours là-bas. On les a accompagnés du début jusqu'à la fin. Et on s'est dit, ok, maintenant, vas-y, on fait une étude, on lance le truc, et puis on se lance. Donc, on s'est renseigné comment faire les statuts, etc. Donc, il n'y avait pas d'autres boîtes qui proposaient ça, déjà ? Non, alors, il y a des sociétés qui proposent de t'emmener sur des marathons. Oui. Mais c'est souvent, en fait, ils t'emmènent sur un marathon, tu restes 3 jours et tu rentres chez toi. D'accord. Alors, moi, c'était l'anti-truc que je voulais faire. L'idée, c'était vraiment d'aller découvrir le pays. Parce que si tu vas dans un pays, tu cours, c'est dommage de ne pas connaître. Et moi, c'est ce que j'avais fait pendant 2 ans. Je me suis dit, tu passes tellement à côté de choses, si tu fais que la course, que tu vois pas tout le pays. Et donc, je sais plus ce que je disais. Donc, vous êtes parti au Chili ? Oui, on est parti au Chili. Et puis, oui, après, Vous avez commencé à faire les statuts. Voilà, on a fait les statuts, on s'est renseigné ce qu'il fallait faire pour être agence de voyage. Ouais. Et puis, en fait, on s'est lancé, on a monté le business plan. Et on a eu l'agrément en avril 2018 parce qu'il y a des commissions. Donc, voilà. Et puis, depuis, on est officiellement... 100%. Voilà, ah oui. Ouais. Donc, ça prend pas mal de temps. Et tu as commencé à faire des marathons et là, tu montes une boîte sur le trail. Oui. Alors, la différence entre le trail et le marathon, c'est que le trail se court plutôt dans la montagne. Enfin, on a du dénivelé. Tout à fait. Positif et négatif. Tu préfères faire du trail que le marathon ou c'était parce que tu en as fait plus quand tu étais en tour du monde Est-ce que ça te plaît plus ? Oui. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait de la rando depuis que je suis toute petite. Et en gros, la course à pied, à un moment donné, sur la route, mal aux genoux, ça te lasse. Ouais. C'est surtout ça te lasse. Et le fait d'avoir couru dans des endroits incroyables, dans les montagnes, à l'autre bout du monde, je me suis dit, mais je vais arrêter. La route, j'arrête. Enfin, j'ai fait une dernière grosse distance sur de la route à moitié trail l'année dernière. Un 177 km autour du golfe du Morbihan. Et là, ça m'a vacciné. Tu l'as terminé ? Oui. 177 km ? Oui. Mais oui. Tu mets plus de 24 heures ? Là, moi, j'ai mis 3 jours, j'ai mis 39 heures. Et tu dors sur place ? Tu dors... Moi, j'ai dormi 26 minutes à tout casser, avec la moitié du parcours avec une tendinite sur le genou droit. Donc, c'était compliqué. Et ça m'a un peu vaccinée aussi sur la route, parce que c'est le golfe du Morbihan, il n'y a pas trop de montagnes, c'est vallonné, mais il y a, pour donner un exemple, il y a 600 mètres de dénivelé sur 177 km. Par exemple, tu prends il y a le marathon du Mont Blanc, donc c'est un 42 km, il y a plus de 2000 mètres de dénivelé, donc c'est à Chamonix, ça se passe. Donc, voilà, donc c'est très très plat. Tu penses que c'est plus dur, un trail, justement, avec du dénivelé, qu'un marathon ? Enfin, que la course plate ? La course plate, c'est dur. Les deux sont durs. L'entraînement est différent. Après, moi, je prends plus de plaisir dans le trail parce que tu es dans la nature. Tu es dans des grands espaces. Et puis, je prends plus de plaisir dans la descente. J'adore les descentes. C'est pour ça que je fais du trail. Les gens, je leur dis à chaque fois, je déteste les montées. Ils me disent, mais pourquoi tu fais du trail ? Moi, je fais que pour les descentes. C'est vraiment, je fais que pour les descentes. Donc, c'est un entraînement différent. Après, courir à la même vitesse, à une vitesse régulière sur un marathon, c'est dur aussi. Parce qu'en trail, tu t'alternes. C'est-à-dire que tu n'as pas la même vitesse quand tu montes que quand tu descends. Parce que
très rares sont les personnes qui courent en montée. À part les premiers, sinon tu fais de la marche rapide. D'accord. Donc c'est ça aussi que j'aime bien. Oui, tu peux alterner course et marche. Exactement, course et marche. Et puis être dans la nature. Aujourd'hui, tu cours encore régulièrement ? Oui, ça fait 2-3 semaines que je cours plus parce que j'ai fait un 75 km. Mais tu continues quand même à faire des courses. Mais oui, là, je vais me remettre à l'entraînement parce que l'année prochaine, j'ai un 90 km à courir avec plus de 5000 mètres de dénivelé, pas loin du Mont Blanc. C'est le 90 km du Mont Blanc. Donc, gros entraînement à prévoir. C'est un gros objectif pour moi. Donc, je cours. Là, j'ai un peu levé le pied parce que c'était la fin de la saison, mais il faut repartir doucement en faisant de la préparation physique. Parce que quand tu fais du trail, il ne faut pas juste faire de la course à pied, il faut faire de la préparation physique. Parce que tu as beaucoup de muscles qu'il faut préparer en montée, en descente. Si tu ne sais pas bien préparer, tu peux facilement te blesser. Mais même sur la course sur route, il faut en faire. C'est important de s'entraîner. J'ai même vu que sur Trails the World, vous proposez aussi des entraînements. Oui. Partir en entraînement de trail. Tout à fait. Alors, c'est Fred, lui, qui est coach sportif depuis 10 ans. Donc, c'est lui qui connaît un peu toutes les spécificités du trail. Avec les entraînements en côte, en descente, tout ce qui est préparation physique, parce qu'il a un diplôme universitaire de préparation physique, en plus d'être coach. Donc, on fait des camps d'entraînement sur 4-5 jours, où là, c'est l'entraînement un peu intensif. Tout dépend, en fait. On a fait quand même des niveaux pour des gens qui s'initient au trail, ou des gens qui veulent préparer des distances moyennes ou des très longues. Mais c'est plus de l'entraînement, alors que la partie... voyage. Là, on va sur un trail, il n'y a qu'un jour de course et le reste du temps, on découvre le pays. Donc, c'est plus du tourisme avec de la course que de la course à proprement parler. Est-ce que tu as d'autres passions à part la course à pied et le voyage ? Ouais. Oui, alors, la bouffe. Ouais. Ouais, ça, c'est quelque chose... en fait, c'est venu. C'est venu avec, finalement. J'ai toujours aimé manger, j'ai pas de problème avec ça, mais en fait, en commençant à courir, tu te rends compte qu'il faut que tu changes un petit peu des choses dans ton alimentation. C'est-à-dire avant, j'étais une grosse viandarde, mais vraiment, je mangeais beaucoup de viande. Beaucoup de charcuterie. Je pense aussi de mon éducation, parce que je suis... de mes origines, je suis d'origine alsacienne et en Alsace, on mange beaucoup de charcuterie. Donc, forcément, j'ai un peu reproduit ça. Et en fait, quand j'ai commencé à courir, je mangeais moins forcément de charcuterie. Après, j'ai mangé plus de viande blanche jusqu'à, pendant mon tour du monde, à devenir végétarienne. Donc, je m'y suis intéressée plus en profondeur parce que, en fait, je me suis dit, c'est le carburant de toute façon de ton corps, donc il va falloir que tu fasses quelque chose. Si tu te rends compte que si tu manges tel et tel aliment, ça va avoir une influence négative ou positive sur ton corps. Donc ça m'a intéressée, je m'y suis intéressée de plus en plus. Aujourd'hui, tu es végétarienne ? Tout à fait. D'accord. Donc végétarienne depuis... ça fait 3 ans. 3 ans. Donc, et tu sens que ça a eu un vrai impact positif sur ton corps ? Ouais. Je me sentais mieux pour aller courir. Moins lourde, plus d'énergie, ce genre de choses. Avant, j'avais moins envie de faire... je sentais que c'était plus compliqué de bouger après avoir mangé un gros steak. C'est la caricature, mais c'est plus facile de faire du sport, en tout cas de se bouger quand on est moins lourd et quand quand on mange moins de protéines, animales. En tout cas pour moi, il y a des gens, moi c'est mon choix personnel. Après il y a des gens qui font du sport, qui mangent des protéines animales. Moi il n'y a aucun problème, je suis pas non, je sais pas. Voilà, c'est chacun fait comme il sent. Moi en tout cas j'ai eu le besoin de faire ça. Et du coup aujourd'hui je lis pas mal de bouquins sur ça notamment. Et aujourd'hui quels sont tes prochains projets ? J'imagine le développement de Trails the World. C'est ça, ça va prendre pas mal de temps. Mon documentaire, voilà. Un livre, j'espère. Ouais. Il faut que je prenne le temps.
comme je disais tout à l'heure, c'est dur d'écrire parce que tu rends vivant les choses. Mm. Et puis, il y a pas mal de ressentis dans ça, parce que ça a pris pas mal de temps dans ma vie. Et comment dire, 2 ans dans une vie, alors même, c'est pas énorme, mais ça prend... Enfin, pour moi, ça a pris pas mal de temps. Et du coup, je suis très impliquée dans ça. Donc, le mettre à plat, ça prend du temps. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Donc, c'est un beau projet. Oui. Je pense qu'il y aura des lecteurs. Ouais, j'espère. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes justement qui veulent se mettre à la course à pied et qui ont fait, peut-être comme moi, des premiers essais qui n'étaient pas très concluants de continuer? Bah, moi, j'ai des amis qui me disent, moi, je pourrais jamais courir. Et puis je t'entends. Et puis, je me dis... c'est pas l'unique sport en fait, heureusement, parce que sinon ça ferait de nous que des machines à faire que la même chose, ça serait dommage. Non, je pense que si tu trouves pas à un moment donné ton bonheur dans ce sport-là, il faut changer et trouver quelque chose qui est plus en accord avec ce que tu veux faire. Mais faire du sport, ouais, ça fait du bien au corps et à l'esprit en fait, parce que moi je l'ai vu. En tout cas pour moi, faire du sport, en dehors, voilà, que ce soit de la course à pied, mais en fait, je me suis un peu réconciliée avec mon corps en me disant, ok, en fait, il est là. Je l'avais mis un peu de côté et en fait, tu te rends compte que tu as besoin de manger telle chose, tu as besoin de dormir, tu as besoin de prendre du temps. Et en fait, en faisant du sport, tu te rends compte que ton corps, il est là. Voilà. Ça te réconcilie. En tout cas, moi, je conseillerais à tout le monde de trouver quelque chose qui te donne envie, voilà, de te bouger. Si on veut en savoir plus sur Trail the World, sur toi, alors, est-ce qu'on va on va, alors il y a plein d'endroits. Alors sur Trail the World, c'est très simple, c'est trailtheworld.fr. Donc là, il y a tous nos voyages, tous nos camps d'entraînement. Et puis on a même une page Facebook, Instagram, Trail the World. Et alors pour suivre donc moi mes aventures à côté, donc c'est World Wild Runneuse. Donc .com, et après j'ai une page Facebook et une page YouTube. Une chaîne YouTube aussi, oui, merci. Il y a plein de vidéos. Pas mal de vidéos en ce moment, et puis un compte Instagram aussi à suivre qui s'appelle pareil World Wild Runneuse. Voilà, si vous voulez me suivre. Merci beaucoup Maud d'avoir pris le temps de partager ton expérience. À bientôt. Salut. Un grand merci à Maud d'avoir partagé son histoire et son parcours. Si vous voulez suivre la suite des aventures de Maud, rendez-vous sur sa chaîne YouTube ou son compte Instagram World Wild Runneuse et sur le site trailtheworld.fr. Toutes les infos se trouvent dans les détails de l'épisode. J'espère que notre conversation vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram sur le compte caféine-du6 podcast. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite.